En Oh yeah, Harrison Ford, regardez que je reçois tous les jours, que je le veuille ou non. Et que Dieu l'aime. Je jure devant Dieu, Harrison Ford n'a aucune idée de qui je suis. L'Amérique a aimé Régis Philin pendant 30 ans. Mais ce qu'il ne savait ça, c'est ce qui se passait derrière les caméras. En 2023, des documents judiciaires scellés ont révélé qu'ABC avait versé 275 millions de dollars pour faire taire 11 anciens employés. L'argent a transité par une société écran secrète. Chaque personne a signé des contrats d'une valeur allant jusqu'à 1 million de dollars pour ne jamais parler de ce qui s'est réellement passé sur le plateau. Une assistante costumière a reçu 365 000 dollars et une couverture santé à vie. Lorsque 3 personnes ont finalement brisé le silence, après la mort de Régis, la vérité était plus laide que quiconque ne l'imaginait. Ce n'est pas l'émission matinale dont vous vous souvenez. Le 10 septembre 1968, quelque chose d'inhabituel s'est produit à la télévision américaine. Une petite émission locale de WABC TV à New York, appelée The Morning Show, est soudainement apparue sur près de 200 stations à travers le pays. Elle n'était pas soutenue par ABC News, ni par une initiative majeure du réseau. Au lieu de cela, c'était une expérience audacieuse qui a tout changé. L'émission a été renommée Live with Regis and Kathy Lee et est devenue la première fois qu'ABC autorisait l'une de ses stations en propre à diffuser une émission à l'échelle nationale sans utiliser sa division des informations. Cette décision est intervenue après que des réunions stratégiques de la fin de 1987 ont révélé quelque chose de surprenant. Les recherches ont montré que la version locale de l'émission battait en fait le Today Show de NBC dans sa première demi-heure, à New York, le plus grand marché de la télévision du pays. Les dirigeants ont vu une chance de reproduire ce succès à travers le pays. Parce qu'elle provenait de la division du divertissement et non du département des informations, les producteurs ont évité les règles syndicales coûteuses. Ils ont pu réaliser 1 heure complète de télévision en direct pour moins de la moitié du coût de Good Morning America. C'était un pari risqué. Au lieu d'utiliser l'équipe publicitaire nationale, WABC devait vendre les publicités localement, ce qui signifiait qu'en cas d'échec, cela affecterait durement son propre budget. Mais le pari a fonctionné. En seulement 6 semaines, les audiences chez les femmes âgées de 25 à 54 ans ont bondi de 25 %. La plupart des nouveaux téléspectateurs provenaient de l'émission matinale de semaine de CBS. ABC a dû louer plus de temps satellite afin que les stations de l'Ouest puissent diffuser l'émission au bon moment sans perdre en qualité. Ce qui a commencé comme une expérience locale, s'est transformé en un bouleversement national de la télévision matinale. Lorsque WABC a embauché Régis Philin pour animer la version originale de l'émission en 1983, la plupart des gens du secteur ne s'attendaient pas à grand-chose. Il avait animé plusieurs émissions nationales, mais elles avaient toutes été annulées après une saison. Il a même eu une émission de discussion éphémère à San Diego qui n'a duré que 4 mois. À 51 ans, il n'avait pas de contrat à long terme ni de revenus réguliers. Ainsi, lorsqu'il a accepté une émission matinale, locale, sans lien avec le réseau, beaucoup ont pensé que c'était une fin discrète à sa carrière. La chaîne l'a même programmé à 9 heures du matin pour éviter une concurrence directe avec Today, essayant de se protéger d'un autre échec. Mais les choses ont changé rapidement. En mai 1984, les audiences à New York ont montré que son émission battait à la fois Good Morning America et Donahue. Ce succès lui a valu un nouveau contrat et l'a retiré de la liste des animateurs invités permanents. Le créneau matinal local, qui semblait autrefois être une dernière chance, est devenu le tremplin qui lui a finalement donné une renommée nationale. Il a accumulé plus d'heures à l'antenne que quiconque dans l'histoire de la radiodiffusion. Le parcours de Kathy Lee Gifford vers la co-animation était tout aussi improbable. En 1969, elle a auditionné pour Charlie's Angels et a été rejetée sur le champ. L'agent de casting lui a dit qu'il cherchait quelqu'un de magnifique. Magnifique comme Jacqueline Smith, lui disant essentiellement qu'elle n'était pas assez belle pour la télévision.
Dans une interview de 2024, elle a déclaré qu'elle était malade avec de la fièvre ce jour-là, mais a ri en quittant la pièce. C'était son premier aperçu de la cruauté d'Hollywood. Lorsqu'elle a auditionné plus tard pour rejoindre Régis en 1988, les dirigeants d'ABC craignaient qu'elle ne soit trop joyeuse pour le ton de l'émission. Ils ne lui ont donc accordé qu'une période d'essai de 6 semaines lorsque Cindy Garvey est partie. Les producteurs avaient même prévu de faire tourner d'autres invitées féminines jusqu'à ce que les acheteurs d'annonces donnent leur avis. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le courrier des téléspectateurs a grimpé en flèche et les audiences locales ont augmenté de 12% dès son premier mois. Les mêmes personnes qui avaient douté d'elle n'avaient plus d'autre choix que de verrouiller le partenariat. Cette chimie est devenue emblématique et a changé la télévision matinale pour toute une génération. Même les producteurs n'ont pas vu la magie arriver. Une entrée de carnet de l'été 1988 montre qu'ils pensaient que le couple était temporaire. Ils prévoyaient de revoir la situation dans 13 semaines. G. Ford avait fait des émissions spéciales de musique chrétienne. Philin était grincheux et sec. Cela ne semblait pas être une bonne combinaison. Dans les coulisses, ils avaient mis en place différentes conceptions d'éclairage au cas où les téléspectateurs se plaindraient de l'apparence de l'émission. Mais leurs personnalités opposées sont devenues l'ingrédient secret. Elles se mettaient à chanter. Ils grommelaient en retour. Le public a adoré. La conversation entre les animateurs au début de l'émission, qui était censée durer 8 minutes, n'arrêtait pas de s'allonger. Mais les producteurs l'ont laissé passer parce que les audiences ont montré que les gens ne changeaient pas sans de chaîne. Ce qui était censé être temporaire s'est transformé en l'un des duos à l'antenne les plus longs de l'histoire de la télévision. L'émission n'a pas seulement surpris les gens avec sa chimie, elle a été construite avec un budget incroyablement bas. Les propres registres d'ABC montrent que le décor a été construit dans une pièce du 2e étage destinée au spectacle de marionnettes pour enfants. Cela a coûté moins de 50 000 $. Ils ont réutilisé des accessoires d'anciens décors électoraux et ont acheté des meubles dans des magasins d'aubaine pendant un week-end. Le plafond était si bas, seulement 3,6 mètres, que l'éclairagiste a dû accrocher des lumières à des étagères de bureaux au lieu d'une installation appropriée. Cela a permis d'économiser 18 000 $ supplémentaires. Ils ont même emprunté du matériel graphique à une autre émission et ont échangé des puces manuellement avant de passer en direct à 9 heures du matin. Pour la restauration, ils ont sauté les services internes et ont simplement envoyé des stagiaires acheter des bagels dans la rue. Régis a même plaisanté à l'antenne en disant qu'il survivait grâce à des murs verts sauges et des glucides de Saint-Vitor. Pourtant, toute cette créativité DIY a conduit à une émission qui coûtait moins cher pour une semaine entière que Today pour un seul épisode. Et elle les a quand même battus en termes d'audience. Le 5 septembre 1988, Buena Vista Television, la branche de syndication de Disney, a lancé l'émission à l'échelle nationale. Elle est passée d'une diffusion uniquement à New York à une apparition sur 124 marchés du jour au lendemain. À la fin de 1990, elle était diffusée sur plus de 200 marchés, atteignant 98% des foyers. Aucune émission de jour ne s'était jamais répandue aussi rapidement sans le soutien d'un réseau. Disney a donné aux stations 5 annonces locales sur 7 et a couvert tous les frais de promotion que les petites stations devaient habituellement payer elles-mêmes. Ils ont dépensé près de 12 millions de $ en marketing au cours des 18 premiers mois, un budget généralement réservé aux grandes émissions de première heure. Mais cela a fonctionné. En novembre 1989, l'émission était classée numéro 1 chez les femmes de 25 à 54 ans dans 117 villes. En 1991, les meilleures stations payaient 60 000 $ par épisode pour diffuser l'émission, 3 fois plus qu'elle ne payait seulement 3 ans plus tôt. Entre 1990 et 1992, Liv n'a pas seulement gagné son créneau horaire, elle l'a dominé. Les chiffres de Nielsen montrent qu'en février 1991, l'émission avait une audience moyenne de 5,4 foyers
et une part de 22 dans 212 villes. Dans le groupe démographique clé des femmes âgées de 18 à 49 ans, elle a atteint une audience de 6,1, soit 40% de plus que le concurrent le plus proche, battant même d'autres émissions d'ABC. Certaines stations d'ABC ont dû déplacer leur propre programme de réseau pour protéger cette mine d'or. Le 11 février 1998, l'émission a diffusé un segment spécial où Regis a subi une coloscopie en direct à la télévision. Ce seul coup d'éclat a attiré une audience de 8,0 et une part de 30 rien qu'à New York. C'était le chiffre le plus élevé pour une émission matinale locale depuis la rediffusion du mariage royal en 1981. Lorsque Disney a racheté complètement ABC en 1995, elle a intégré Live à son immense machine corporative. Les rapports financiers de cette époque montrent que l'émission générait 14 millions par an. Cela comprenait 74 millions provenant des publicités, 17 millions provenant des licences internationales et 23 millions provenant des promotions liées à Disney, comme les événements dans les parcs thématiques et les forfaits croisières. Disney a utilisé des regroupements intelligents pour augmenter les tarifs publicitaires. Un spot de 32 secondes qui coûtait 24 000 $ en 1994 est passé à 36 500 $ en 1997. Cette augmentation de 52% était même plus élevée que ce que Oprah ou Donahue avaient réalisé. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, de 1997, Disney a crédité Live pour avoir généré plus d'un quart de tous les profits de la division TV de Buena Vista. Au milieu des années 1990, l'image brillante de Live with Regis and Kathie Lee a commencé à se fissurer. Cela a commencé en juin 1996 lorsque l'enquêteur des droits de l'homme Charles Kernigan a révélé un secret choquant. Il a révélé que des filles aussi jeunes que 13 ans cousaient des robes de marque Kathie Lee dans une usine hondurienne pour seulement 31 cents de l'heure. Elles étaient forcées de travailler 70 heures par semaine, subissaient des fouilles à nu et étaient même frappées pour avoir parlé. Beaucoup ont dû abandonner leurs études. Les vêtements faisaient partie de la collection Kathie Lee, qui rapportait déjà environ 300 millions de dollars par an en vente pour Walmart. Pour s'assurer que l'histoire frappe fort, Kernigan a envoyé 2 lettres d'avertissement manuscrites directement dans le hall de WABC, sachant que Kathie Lee les verrait en direct à l'antenne. Le 14 juin 1996, elle a fondu en larmes, affirmant qu'elle n'en avait aucune idée. Peu de temps après, on a découvert que Walmart avait discrètement déplacé la production au Nicaragua des mois plus tôt, laissant les filles honduriennes sans 4 semaines de salaire. Les retombées ont été brutales. Le score Q de Kathie Lee, une mesure de la popularité qui détermine les approbations, haute est passé de 25 à 14 en une seule semaine. En moins de 48 heures, plus de 40 annonceurs, dont Carnival Cruise Lines, se sont retirés. Pour la première fois, l'émission matinale Feel Good Sol semblait liée à quelque chose de laid, et les téléspectateurs ont remarqué les fissures derrière son image ensoleillée. Mais il se tramait plus de choses dans les coulisses. Des notes de service interne d'ABC datant de 1995 montrent que Regis Philin était de plus en plus frustré par les histoires constantes de Kathie Lee à l'antenne au sujet de ses enfants Cody et Cassidy. Une note de service datée du 3 mai se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas placer une seule blague parce qu'elle y avait passé 5 minutes consécutives à parler de la poussée dentaire. Un rapport divulgué du réseau a montré que ces segments à forte composante familiale ont conduit 11% des téléspectateurs à changer de chaîne dans le groupe démographique clé des femmes âgées de 25 à 54 ans. Regis a poussé le producteur de l'émission, Michael Gelman, à limiter les bavardages sur les enfants à seulement 2 minutes, avertissant que l'élan de l'émission en termes d'audience depuis 1988 était en train de s'estomper avant la première pause publicitaire. Bien que ces notes de service n'aient jamais été diffusées publiquement, les journalistes les ont rapidement relevées, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles la chimie de l'émission n'était pas aussi harmonieuse qu'il y paraissait. Puis
est venu le scandale que personne ne pouvait éviter. Le 14 mai 1997, le tabloïd Globe a publié des photos du mari de Kathy Lee, la légende de la NFL Frank Gifford, dans une suite d'hôtels avec une hôtesse de l'air de 46 ans, Susan Johnson. Le tabloïd avait même payé Johnson et un détective privé pour les filmer secrètement. Ils ont ensuite menacé de publier la bande à moins que Kathy Lee n'accepte une interview exclusive. Le lendemain même, Regis a dû ouvrir l'émission seul en disant à 20 millions de téléspectateurs que Kathy Lee prenait une journée personnelle. Elle est revenue le 20 mai, passant 11 minutes à pleurer à l'antenne et à remercier Regis d'avoir protégé ses enfants des gros titres. Cet épisode a atteint une audience de 9,8 foyers, soit 18% de plus que la moyenne de la saison. Mais cela a eu un prix. Plus de 4 fois 200 téléspectateurs ont appelé pour se plaindre de ce qu'ils considéraient comme de la misère voyeuriste. Les annonceurs sont redevenus nerveux, Claréral retirant une campagne de coloration capillaire qui a coûté 325 000 $ à l'émission. Dans les coulisses, Regis a gardé ses distances avec Kathy Lee, évitant leurs habituelles prises de main pendant près de 6 semaines. Le personnel a remarqué le changement et les échanges autrefois faciles entre les deux semblaient gravement écorchés. La tension n'était pas seulement personnelle. L'ancienne productrice de segments, Lisa Bernbach, s'est souvenue d'un moment de tension en mars 1996 lorsque Kathy Lee a exigé que le boys band 98 chante 2 chansons au lieu d'une. Regis a rapidement rétorqué que s'il jouait 2 fois, il voulait qu'un humoriste monte sur scène pour équilibrer la situation. En 1997, les disputes de ce genre étaient courantes. Des notes de production de cette année-là montrent que 37 segments d'invités ont été annulés ou réorganisés après des différends sur le plateau. Dans un courriel, Gelman a averti que Julia Roberts avait refusé de revenir après avoir été témoin d'une dispute entre les animateurs. Le roulement du personnel a atteint 28%, soit le double de la moyenne de la télévision de jour, alors que les membres de l'équipe se sont lassés des luttes de pouvoir constantes. La situation s'est tellement détériorée qu'en novembre 1997, ABC a fait appel à un consultant en résolution de conflits, une mesure habituellement réservée aux drames de première heure et non aux émissions de discussion matinale. L'argent est ensuite devenu le prochain champ de bataille. En février 1998, lorsque les discussions pour un nouvel accord de syndication ont commencé, Regis a appris que Kathy Lee gagnait 7 millions de dollars par an, soit 2 millions de plus que lui. Cela a piqué au vif étant donné qu'il avait accumulé plus de 15 000 heures d'antenne, un record Guinness, et qu'il était reconnu pour avoir réalisé les grandes interviews que les affiliés promouvaient fortement. Soutenu par des sondages montrant sa popularité à 72% contre 51% pour elle, Regis a exigé une parité salariale. Son agent, Jim Gruzo, a fait pression pour un accord de 3 ans d'une valeur de 45 millions de dollars, assorti d'une parodie rétroactive. ABC a menacé de le remplacer par des animateurs invités, mais Regis s'est défendu, allant même jusqu'à sauter une séance photo promotionnelle le 11 mai, ce qui a forcé le réseau à diffuser des publicités avec seulement une silhouette floue de lui. Le PDG de Disney, Michael Eisner, est finalement intervenu quelques semaines avant la date limite de juillet, approuvant un contrat de 15 millions de dollars par an pour égaler le salaire de Kathy Lee. Cela a augmenté les coûts de l'émission de 21%. Bien que l'accord l'ait maintenu à l'antenne, les initiés ont constaté une atmosphère glaciale. Regis s'en tenait à la lecture des cartes cul mot pour mot, évitant les improvisations de Kathy Lee. Leur partenariat, autrefois basé sur le charme, semblait désormais maintenu par des contrats et des comptables. Lorsque Kathy Lee a finalement quitté l'émission en 2000, Kelly Riapa l'a remplacée. Mais son passage dans l'émission a entraîné ses propres difficultés. Pendant ses 4 premières saisons, de 2001 à 2005, son bureau était un ancien placard de concierge au 2e étage des studios d'ABC. Il n'avait pas de fenêtre, un évier à vadrouille apparent et une seule chaise pliante.
Alors que Régis avait un bureau d'angle spacieux avec des armoires en cèdre et un salon privé pour se changer, Kelly devait faire tenir son ordinateur portable sur un chariot de nettoyage industriel chaque fois que la pièce se remplissait de fournitures. Même lorsque les dirigeants lui ont finalement donné un bureau en 2005, ils l'ont simplement boulonné au même mur. Elle est restée là jusqu'à la retraite de Régis en 2011. Les machinistes plaisantaient souvent sur la différence, notant que Régis avait une plaque nominative dorée à la feuille, tandis que Kelly avait un post-it. Ces années de grossesse ont apporté plus de défis. En 2001, 2002 et encore en 2003-2004, Kelly devait se précipiter jusqu'à 8 fois par heure vers une salle de bain publique au 6e étage qu'elle partageait avec 200 membres du public. Pendant ce temps, Régis avait des toilettes privées à seulement 2 portes de la scène. Elle se souvient avoir vomi dans l'évier pendant que des touristes portant des chapeaux INY demandaient des selfies. En mai 2003, elle a même été retenue derrière une corde par la sécurité lors d'une visite VIP laissée à attendre alors qu'elle était visiblement enceinte. Lorsqu'elle a demandé à avoir ses propres toilettes, l'avocat d'ABC l'a averti que cela pourrait être considéré comme un traitement spécial, même si aujourd'hui, cela violerait clairement les règles de discrimination en matière de grossesse. Dès le départ, on a rappelé à Kelly son rang inférieur. Le 11 janvier 2001, le jour où on lui a officiellement offert le poste de co-animatrice, son agent s'est fait dire « Ils veulent que vous sachiez qui est votre patron ». Cette phrase lui a été répétée le jour même de ses débuts. Juste avant sa première diffusion, le 5 février 2001, Régis l'a vu arriver avec son équipe de coiffure et de maquillage et a plaisanté hors caméra. « Oh, Calman, il y a eu une suite. » Les membres de l'équipe ont ri, mais Kelly a déclaré plus tard que cela lui avait fait l'effet d'un fer rouge, un rappel qu'elle serait toujours considérée comme la partenaire junior, peu importe le succès de l'émission. Pendant une grande partie de sa première décennie, elle a été exclue des décisions créatives majeures. Elle découvrait souvent les listes d'invités seulement en lisant le téléprompteur en direct. Elle montait sur scène pour voir des décors à thème dont elle n'avait pas été informée. En 2010, lorsqu'elle a demandé à participer au calendrier de la tournée des affiliés, un producteur a répondu par courriel qu'il ne voulait pas brouiller les cartes parce qu'elle était un talent. Dans un cas, le personnel standard d'ABC a même étiqueté une note de service « Animateur 1 » pour Régis et « Remplaçant » pour Kelly. Elle l'a conservé dans son journal comme preuve de la façon dont l'émission la traitait. Pendant des années, le garage du studio a raconté l'histoire sans dire un mot. La place de stationnement de Régis Filin était à seulement 20 pas de la porte latérale du plateau 4. Elle était abritée et fraîchement peinte 2 fois par an. Kelly Rayappa, d'un autre côté, devait se garer dans le stationnement public de la 66e rue, à 4 minutes de marche à travers les hivers de Manhattan. À l'intérieur du bâtiment, l'écart s'est creusé. En 2005, le budget de la loge de Régis a dépassé 45 000 $. Il comprenait un chef sushi quotidien et 2 valets à temps plein. La mise à jour de Kelly n'a coûté que 9,200 $, principalement une nouvelle couche de peinture, et on lui a dit d'apporter ses propres collations. Les productrices associées ont déclaré qu'on leur refusait le service de messagerie pour les courses de garde-robe que leurs collègues masculins recevaient immédiatement. Au lieu de cela, elles devaient traîner des sacs de vêtements de 22 kg dans le métro après des journées d'enregistrement de 14 heures. Même les avantages accessoires étaient clairement divisés. Les animateurs masculins choisissaient les couleurs des limousines et les heures d'appel. Les femmes recevaient une carte de métro. En 2009, des relevés de paie divulgués ont montré que les talents masculins à l'antenne recevaient en moyenne 450 $ par semaine comme allocation de préparation à une apparition. Les femmes recevaient en moyenne 180 $, soit un écart de 13 contre 1. Des employés ont révélé plus tard que ce n'était pas un accident. Cela était inscrit dans le manuel d'exploitation de l'émission de 1999, qui décrivait Régis comme le talent principal ayant droit à des ressources prioritaires,
tandis que les co-animateurs étaient appelés soutiens secondaires. Le manuel est resté tel quel jusqu'en 2011, 6 mois après le départ de Régis. L'ancienne productrice de segments, Dana, se souvient des lundis matins qui donnaient le ton. À 6 heures du matin, Régis et 3 autres de ses dirigeants masculins se réunissaient pour passer en revue les parties de golf du week-end avant de planifier l'émission. Les productrices n'étaient jamais invitées, même lorsque la réunion comprenait leur propre segment. Entre 2003 et 2010, et 2010, les procès-verbaux officiels ont enregistré 472 décisions de production concernant les réservations d'invités, les budgets et les semaines à thème. Les femmes y figuraient dans moins de 8% des cas. Une jeune chargée de réservation a soumis une proposition d'interview pour Michelle Obama. Les hommes l'ont rejetée, disant que la première dame n'obtiendrait pas des audiences comme les stars de la NFL. Lorsqu'elle a insisté, elle a été réaffectée à la gestion du public. Une étude de Harvard a montré plus tard que le réseautage entre hommes pouvait expliquer jusqu'à 40% des écarts de promotion. Liv a suivi ce schéma exactement. Entre 2002 et 2010, chaque promotion au-dessus du producteur de ligne est allée à un homme. L'exclusion était ouverte. En 2007, une invitation à une fête de Noël disait « Pas d'invité à moins que vous ne maniez un fer neuf ». Les membres de l'équipe se souviennent encore du 12 janvier 2006. Pendant une pause, un téléprompteur s'est figé. Régis a crié « Êtes-vous des imbéciles analphabètes ?» et a claqué le script contre un objectif de caméra si fort qu'il a fêlé le pare-soleil. Le public du studio a entendu chaque mot. Un assistant caméraman nommé Luis a reçu l'ordre de s'excuser d'avoir fait mauvaise impression à Régis, bien que la faute soit un problème de logiciel. D'autres rapports racontent des histoires similaires. Le 3 avril 2008, Régis a grondé une stagiaire de 23 ans sur scène pour avoir mal prononcé le nom de Guy Fier, la traitant de stupide. Le 17 novembre 2009, il a jeté une agrafeuse qui s'est fichée dans un rideau à quelques centimètres de la tête d'un technicien d'éclairage. Les chercheurs classent ça. Ces moments comme des agressions verbales qui détruisent la sécurité psychologique. Plusieurs membres de l'équipe ont demandé des mutations. 2 ont déposé des plaintes auprès de l'OSHA pour humiliation publique continue. Aucune n'a été maintenue. Le réseau a expliqué les incidents comme une intensité créative. Des notes de service interne du procès d'ABC en 2017 montrent avec quel soin l'équipe de publicité s'est préparée lorsque TMZ a rapporté des rumeurs de harcèlement le 4 mai 2011. Un manuel de discipline de messages de 27 pages divisait chaque question possible des journalistes en catégories vertes, jaunes et rouges, avec des réponses scénarisées. Les dirigeants ont répété le calendrier des réponses. Si un segment négatif durait plus de 90 secondes sur Entertainment Tonight, l'équipe envoyait immédiatement 200 000 bobines de faits saillants de Régis, donnant en retour avant les nouvelles de fin de soirée. Les feuilles de suivi montrent que le plan a fonctionné. Les audiences de Nielsen pour la semaine du 9 mai 2011 n'ont chuté que de 4%, soit environ la moitié de ce que la recherche d'ABC avait prédit. Une clause dans la note de service avertissait le personnel de ne pas mentionner l'expiration imminente du contrat de Régis. Les dirigeants pensaient que l'idée de roulement causait des baisses d'audience plus importantes que les histoires d'inconduite. À la mi-juin, la note de service a déclaré le succès, notant que les audiences se sont stabilisées et exhortant à un passage au récit de la fatigue du Trésor national. En avril 2023, des registres scellés ont fait surface lors du processus de découverte d'ABC. Ils ont confirmé ce que les initiés chuchotaient depuis des années. De 2002 jusqu'aux adieux de Régis en novembre 2011, le réseau a envoyé au moins 275 millions de dollars par le biais d'une société écran du Delaware appelée Foggy Day Productions LLC. L'argent est allé à 11 anciens employés de Live, chaque accord étant lié à un contrat de non-divulgation de 14 pages. Un règlement daté du 12 août 2007 a accordé à une assistante costumière 365 000 $.
plus une couverture santé à vie. En échange, elle a promis de ne jamais partager les allégations selon lesquelles Régis avait créé un lieu de travail hostile ou à caractère sexuel. Les contrats comportaient des clauses de pénalité de 1 million de dollars par violation, un chiffre inhabituellement élevé en dehors de l'industrie de la défense. Après la mort de Régis en 2020, 3 destinataires ont brisé le silence. ABC a menacé de reprendre les fonds, mais les avocats des dénonciateurs ont qualifié cela de bluff vide. Les dossiers ont clairement montré la stratégie. Payer suffisamment pour garantir le silence tout en maintenant les montants suffisamment bas pour éviter les règles de déclaration de la CIC. L'émission s'est également tournée vers des voix de célébrités. Dans la journée qui a suivi le rapport de TMZ, Kathy Ligford a reçu une demande de l'équipe de crise d'ABC. Ils lui ont demandé de comparaître sur Today et de prononcer un plaidoyer de 25 secondes en faveur de la chaleur irlandaise catholique de Régis. Le 5 mai 2011, les caméras de NBC l'ont montré en train de faire exactement cela. Les registres de réservation révèlent qu'elle n'était que la première. Au cours des 10 jours suivants, le réseau a aligné 17 autres voix amies d'Alex Trebek à Kelly Osbourne. Chacun a reçu des vols en première classe et 10 000 $ à titre d'honoraires de coordination de l'apparence. Un sondage Gallup mené ce mois-là a montré que le score de confiance de Régis chez les femmes âgées de 25 à 54 ans a augmenté de 11 points après les témoignages. Une note de service de juin 2011 a même fait circuler l'idée d'un caméo de l'archevêque Timothy Dolan pour présenter Régis comme un homme de famille de foi. Cela ne s'est jamais produit, mais cela a montré jusqu'où l'équipe était prête à aller. En fin de compte, les mots chaleureux ressemblaient moins à de la loyauté qu'à un plan de défense soigneusement élaboré. En janvier 2011, après près de 30 ans comme visage de la télévision de jour, les dirigeants d'ABC étaient de plus en plus mal à l'aise quant à l'avenir de Régis Philin dans l'émission de discussion matinale. Il avait 69 ans et avait subi un triple pontage coronarien en 2007 et un remplacement de la hanche en 2009. Ces problèmes de santé ont laissé le réseau inquiet de ce qui pourrait arriver pendant les émissions en direct. Des sources de l'industrie ont révélé plus tard que, à huis clos, les dirigeants ont parlé du risque qu'ils soient confrontés à une urgence médicale en direct ou qu'ils fassent des erreurs qui pourraient nuire à l'émission et à ses précieux créneaux publicitaires. En février 2011, une évaluation confidentielle a été rédigée qualifiant Philin de responsabilité au-delà de la prochaine saison. Il a été recommandé qu'il se retire pour protéger les audiences et maintenir la confiance des annonceurs. Lorsque Philin est passé en direct avec Régis et Kelly le 18 janvier 2011 et a annoncé sa retraite, de nombreux téléspectateurs ont cru que c'était sa décision. En vérité, c'était le résultat de mois de planification et de négociation par le réseau, et non un choix spontané de l'animateur lui-même. Kelly Riapa naviguait déjà dans sa propre bataille difficile dans les coulisses. Après le départ de Kathy Lee Gifford en juillet 2000, Riapa a fait face à des négociations contractuelles difficiles avant de devenir la co-animatrice permanente de Philbin. Les dirigeants lui ont remis une liste stricte de règles qui comprenait l'utilisation de l'équipe de coiffure et de maquillage de Philin, aucun service de garde-robe, aucun congé de maternité payé et seulement un box au lieu d'un bureau privé. Pour quelqu'un dont le nom était lié à l'émission, ces conditions étaient presque inédites. Dans son livre Livewire, Long-Winded Short Stories, Histoires courtes interminables, elle a rappelé avoir entendu la présidente d'ABC Daytime, Angela Shapiro, lui dire de savoir qui c'est votre patron. Un avertissement qui a clairement indiqué où se situait le pouvoir. Pourtant, Riapa a réussi à gagner du terrain lentement. Elle a obtenu de petites augmentations de budget, de l'espace pour ses propres segments de marque et même un droit de veto sur les invités. En 2005, des notes de service à l'intérieur du réseau ont montré qu'elle était passée d'outsider à partenaire essentiel, se plaçant dans une position forte pour le jour où Philin finirait par partir. Lorsque les adieux de Philbin sont finalement arrivés,
Le 18 novembre 2011, l'émission a ressemblé à une célébration, attirant les plus hautes audiences de l'émission depuis 2 ans. L'émission spéciale, en 2 parties, mettait en vedette des caméos de célébrités et des retrouvailles avec Kathy Lee Gifford. Mais une grande partie de ce qui a été diffusé a été soigneusement façonné pour cacher la réalité de ces derniers mois. Selon les notes de production, les producteurs ont coupé les moments où Philin parlait ouvertement de se sentir mis de côté par le réseau et montrait de la frustration envers Réapa. Un long monologue où il réfléchissait aux difficultés de vieillir à la télévision a également été coupé afin que l'émission puisse tenir dans son créneau de 2 heures. Le producteur exécutif Michael Gelman et la division de jour d'ABC ont insisté pour que l'émission spéciale reste optimiste, rejetant même les suggestions d'un regard rétrospectif plus équilibré. Le résultat a été un envoi soigné qui a donné aux téléspectateurs une version des événements très différente de ce qui s'était passé dans les coulisses. Dans les années qui ont suivi, Bilbin n'est pas resté silencieux sur ce qu'il ressentait. Lors d'une interview en 2017 sur Larry King Now, il a affirmé que Réapa avait été très offensé par son départ. Il a répété cette idée dans plusieurs autres interviews, laissant entendre qu'elle avait été secrètement heureuse de le voir partir plutôt que désireuse d'honorer sa carrière. Il a également suggéré que la raison pour laquelle il n'avait jamais été réinvité en tant qu'animateur invité était à cause d'elle. Ses commentaires ont gagné du terrain dans les nouvelles du divertissement tout au long de 2017 et sont revenus en 2025 avec des points de vente comme Entertainment Tonight rapportant ces affirmations. Des initiés ont déclaré que les remarques continues donnaient aux annonceurs et aux affiliés l'impression que la direction de Réapa dans l'émission était davantage façonnée par des sentiments personnels que par du professionnalisme.